tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone 12 mini qui a un problème de Face ID, donc un grand classique. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu énormément de demandes pour le matériel que j'utilise, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo où je parle du matériel en même temps que je répare un petit téléphone. Donc en gros, ce que je pensais faire, c'est qu'à chaque outil que je vais prendre dans ma main, eh bien je vais en parler et je vais dire pourquoi j'utilise, à quel prix je l'ai eu, où je l'ai eu surtout. Voilà, ça permettra un petit peu à tous ceux qui se demandent ce que j'utilise comme matériel au jour le jour, eh bien de se dire ok, bah il utilise ça, il l'a eu là, pourquoi il a pris ça et pas autre chose, etc., etc. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc pour ceux qui, on va dire, ont tout le matériel nécessaire, cette vidéo ne sera pas forcément très intéressante. Bon, je vais essayer de faire un petit Face ID quand même, histoire de rigoler le temps d'eux. Mais par contre, pour ceux qui cherchent à savoir à peu près où se fournir et ce que j'utilise tous les jours, ça pourrait être sympa. Alors, je vais peut-être pas parler de tout le matériel parce que j'ai beaucoup de choses forcément, mais déjà, le fait de faire une réparation, ça permettra déjà d'avoir une petite idée de ce que j'utilise. Et puis, s'il y a des choses importantes comme le multimètre par exemple, normalement pour faire un Face ID, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais quand même en parler, je vais essayer de faire un petit topo. Donc voilà, ça permet de faire une vidéo sympa, je pense, par rapport à ça. Donc je vais essayer de m'arrêter sur le matos vraiment que je trouve extrêmement utile. Et bon, le matos classique, on va dire, je vais en parler, mais je vais pas non plus y passer une heure. Donc voilà. Donc on va faire ça, on va commencer, je vais démonter ce téléphone, je vais mettre mes gants, déjà on va parler des gants pour commencer, un truc qu'on m'a posé pas mal la question. Quel type de gants j'utilise? Alors, c'est des gants tout simples, c'est des gants en nitrile. Alors il existe plusieurs couleurs, moi je les ai trouvés en bleu. Alors pourquoi ils sont tous bleus? Parce qu'en fait j'ai acheté un lot, je crois que c'était à Action, je crois que j'avais trouvé ça. Il y avait des boîtes de gants nitrile du coup, donc ceux-là, qui étaient pas chers parce que bah, ça coûte pas extrêmement cher la boîte on va dire, mais je crois qu'on les trouve entre 12 et 15 euros à peu près les boîtes, sauf que là ce jour-là j'ai trouvé à 8 euros la boîte, donc j'ai fait un gros stock de boîtes, j'ai pris je pense tout le stock qu'il y avait à Action ce jour-là. Donc c'est des gants bleus vraiment classiques, hein, c'est des voilà, voilà, c'est des boîtes de gants, je crois qu'il y a une centaine dedans, si je dis pas de bêtises, 200 gants. Donc voilà, il n'y a pas, de poudre dedans, parce que c'est pas très agréable, enfin moi j'aime pas ça. Donc c'est du nitrile. Je mets pas du latex, parce que je trouve que ça fait transpirer encore plus, mais ça dépend des gens, ça dépend des peaux, ça dépend, il y en a qui sont peut-être allergiques à certains composants, on va dire. Donc voilà, moi le nitrile, je trouve ça très agréable à utiliser. Par contre, c'est des gants qui sont alors assez fragile, il se déchire facilement, donc si vous essayez d'ouvrir par exemple un téléphone avec votre ongle, le gant va se déchirer. Mais par contre, l'avantage c'est comme ils sont très fins, on sent par exemple la chaleur. C'est-à-dire que s'il y a un court-circuit sur une carte mère, même avec mes gants, en fait, je peux poser mes doigts et sentir la chaleur qu'il y a sur la carte mère ou quoi que ce soit, et du coup, c'est pas gênant. C'est comme si j'étais, on va dire, à main nue. Voilà. Alors, les gants, pourquoi je les porte? Je les porte parce qu'on utilise des produits chimiques, hein, comme le flux par exemple, hein, voilà, où il y a des produits, enfin c'est très nocif forcément, hein, il y a du plomb, il y a de la colophane, voilà, c'est des produits qui sont quand même assez nocifs pour la peau, voilà, donc le mieux c'est de porter des gants. Mais il y a aussi le fait de pouvoir prendre, bah, alors surtout avec le Covid, même si ça n'existait pas vraiment à l'époque, à ce moment-là, quand j'ai commencé mon activité, mais voilà, les téléphones, bah, mine de rien, on les a tout le temps dans les poches, on les a dans les mains, on n'a pas forcément toujours les poches ou les mains propres parce que les poches c'est un nid à saloperie. Alors sans être totalement parano hein, dans tout ce qui est virus et bactéries, mais bon, on y pense forcément, hein, tout ce qui est santé, etc. Donc quand un client dépose un appareil, donc ça peut être un PC, ça peut être un téléphone, on sait très bien que c'est jamais toujours parfaitement propre. Donc c'est pas mal de porter des gants, ça évite on va dire de choper des trucs ou même de donner des trucs au client, hein, forcément voilà, si je fais un téléphone et que je lui rends dans la journée, si moi je suis malade ou quoi que ce soit, le Covid par exemple, eh bien ça permet de se protéger, de protéger les clients. Donc c'est tout bête, mais voilà. Donc nous en général ce qu'on fait c'est qu'on donne un petit coup après sur le téléphone ou l'ordinateur, un petit coup de soit de produit à vide, soit d'alcool. Ça permet de nettoyer l'appareil, mais voilà, c'est toujours bon à faire. Mais quand on l'a, qu'on le déballe du carton, qu'un client nous dépose dans le magasin, bah, les gants permettent de se protéger et de protéger du coup le client. Donc voilà, c'est vraiment par pure protection finalement des produits qu'on utilise, même la pâte, hein, la pâte comme ça, là, hein, quand vous la prenez avec vos outils, bah, les outils, mine de rien, au bout d'un moment, ils finissent par être sales, il y a de la pâte dessus, vous en mettez sur les doigts, bref. C'est toujours bien, on va dire, de se protéger vraiment rapport à tous ces produits chimiques qu'on utilise. Donc, on commence par mettre des gants. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, parce que c'est vrai qu'au départ, les gants, même moi, j'avais du mal. J'ai pas trop aimé la sensation d'avoir des gants. Forcément, c'est pas super agréable parce qu'on a quelque chose au-dessus de la peau, c'est pas, voilà, on peut transpirer, etc. C'est une habitude en fait, hein. Essayez, forcez-vous, c'est pas drôle parce que voilà, mais protégez-vous, c'est important. Forcez-vous à en mettre et vous allez voir qu'à la fin en fait ça va même plus vous gêner du tout. Et au contraire, enfin moi c'est ce que ça me fait aujourd'hui. Quand je commence à travailler, bah, en fait je sens qu'il me manque un truc, bah c'est les gants parce que je les mets et voilà, c'est tout bête hein, mais à force de travailler avec, on finit par se dire bah il me manque un truc, ah oui j'ai oublié mes gants. Voilà. Donc c'est des gants à usage unique, hein, donc vous amusez pas à les retirer, à les mettre à l'envers, parce que vous allez mettre toutes les saloperies qui est dessus dans l'autre sens et vous allez les mettre à l'intérieur.
Si vraiment ils sont nickel, pas déchirés, rien, vous pouvez toujours les laver un petit peu, vous lavez les mains finalement avec du savon, etc. Les sécher puis les remettre le lendemain, pourquoi pas. Mais moi voilà, à chaque utilisation, je les retire et je les change à chaque fois. Alors c'est parfois un peu de gaspillage parce que des fois j'en mets pour le déchirer puis en changer 1 heure plus tard, c'est comme ça. Mais voilà, au moins on se protège de, encore une fois, tous ces produits chimiques qu'on utilise et ça c'est le plus important. Donc voilà, des gants nitriles, vous pouvez aussi en trouver en pharmacie si besoin, hein. Ça se trouve sur internet en pharmacie, chez Action, j'avais trouvé ça. Voilà, donc on en trouve un peu partout de ces gants-là. Mais vous pouvez porter aussi des gants classiques. Voilà, il y a du latex, il y a du. Je connais pas tous les types de gants, on va dire, tous les types de plastique. Ça dépend de vous. Et voilà, il y a peut-être certaines personnes qui feront des allergies à certaines propriétés plastiques, on va dire. Donc voilà. Moi j'aime bien le nitril. Je trouve que la sensation est assez agréable et proche finalement. Donc, quand on les met, on a vraiment plus trop de sensation d'avoir des gants finalement. Voilà, ça c'est pour les gants. Alors, j'ai déjà ouvert le téléphone parce que c'est un pro qui me l'a envoyé. Donc voilà, pour encore une fois un problème de Face ID, j'ai un carton, j'en ai une dizaine à faire. Salut à toi Grégory si tu te reconnais là-dedans. Alors, on va parler justement, donc là il est ouvert, mais si j'avais voulu ouvrir mon téléphone, je vais vous parler de ce que j'utilise pour ouvrir mes téléphones et comment je les ouvre en général. Alors moi j'ai le grand classique, hein, les petites pinces comme ça, toutes bêtes, hein, c'est assez efficace. L'avantage c'est que quand on veut ouvrir un iPhone par exemple, eh bien on a une ventouse derrière, une ventouse devant, et l'ouverture, en fait cette ventouse là, elle s'ouvre pas plus, voilà, il y a une limite finalement, et en fait cette limite permet de ne pas arracher de nappe, ni d'écran, ni de Face ID, ni de Touch ID pour les iPhones plus anciens. Donc voilà, ça permet de sécuriser, on va dire, l'ouverture du téléphone, ça c'est pas mal. Il faut bien chauffer le téléphone bien sûr avec une plaque chauffante en général, enfin moi c'est ce que j'utilise. Alors pas des heures, pas des températures trop élevées, mais voilà, du coup avec les petites pinces comme ça, une fois qu'on a chauffé le téléphone, ça marche plutôt bien. Sauf pour les iPhone 12, alors 12 mini ça marche encore, je trouve que ça le fait. Par contre 12 Pro, comme vous le savez tous pour ceux qui ont essayé d'en ouvrir, les écrans sont beaucoup plus fins, donc beaucoup plus fragiles et un peu plus difficiles à ouvrir. Il existe un outil exprès pour ça dans ces cas-là, je vous le mets en image parce que je ne l'ai pas là à vous montrer, il est à la boutique, mais il est très efficace, donc finalement c'est plus ou moins le principe d'une ventouse. Le seul avantage c'est que, alors il y a deux types d'outils. Un avec une ventouse comme ça de chaque côté, du coup qui fait pince manuelle, et un où c'est une pince ventouse d'un côté en haut pour l'écran, mais en dessous en fait c'est vraiment une scène de grip en fait où on peut vraiment s'accrocher dessus, donc ça prend pas comme une ventouse normale. L'avantage c'est que si la vitre arrière elle est cassée de l'iPhone, forcément quand la vitre est cassée l'air passe à travers, donc forcément il n'y a plus d'effet de succion avec la ventouse, donc forcément la ventouse ne vient pas, et là vous pouvez essayer autant de temps que vous voudrez, vous n'arriverez jamais à ouvrir votre téléphone. Avec ce système là on n'a que la ventouse devant, donc forcément c'est plus pratique. On peut aussi glisser la ventouse de haut en bas pour régler pour la taille d'écran du téléphone ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un outil qui est pas mal, c'est pratique quand on a chauffé le téléphone forcément et qu'on l'ouvre, et il y a bien moins de risque de casse d'écran, surtout d'iPhone 12, du coup 13, enfin tous les modèles récents où les écrans sont plus fins, mais ça marche aussi pour tous les autres systèmes, hein, des vitres arrière Samsung ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie ouverture, une petite pince comme ça pour les téléphones classiques, et après le petit outil exprès pour les téléphones un peu plus compliqués, si je peux dire ça entre guillemets. Alors, c'est parti. Je vais démonter mon petit téléphone, donc je vais l'éteindre, je vais l'ouvrir, et puis on va parler du coup des tournevis, hein, tout simplement, c'est un truc important, et du microscope aussi, parce que forcément on a besoin d'un microscope sympatoche pour ça. Alors, microscope, ce que j'utilise, c'est un microscope tout à fait classique finalement, enfin bon, pour beaucoup de monde c'est pas forcément classique forcément parce que c'est assez gros, je vous montre là, hein, c'est une grosse bête, je vais bouger même la caméra pour que vous puissiez voir un peu, voilà. Alors il existe plusieurs types de microscopes, celui-ci du coup c'est un trinoculaire et pas un binoculaire. Il existe binoculaire, donc binoculaire c'est quoi? C'est vous avez deux petites vues finalement pour vos yeux, hein, donc bino, hein, forcément il y en a deux. Moi j'ai le trinoculaire, pourquoi? Pour mettre la caméra qui est juste ici. Donc voilà, ça dépend de vous, ça dépend de vos besoins. Vous pouvez très bien acheter un binoculaire si vous allez jamais montrer quoi que ce soit à l'écran, ni filmer, ni quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, un binoculaire suffit largement. Si par contre vous comptez faire des vidéos sur internet ou alors vous faire des vidéos pour vous, hein, pour voir ce que vous avez fait, pour des fois vous retravailler, genre j'ai fait ça à tel moment, je me suis raté, j'aurais pu faire comme ça, ou même pour effet d'historique, certains réparateurs, je l'ai fait à une époque, filmaient vraiment ce qu'ils faisaient en réparation, comme ça si le client avait des questions, après il pouvait lui montrer ce qu'il a fait en vidéo, ça peut servir. Ou pour plus tard, si l'appareil revient en SAV pour X ou Y raison, eh bien on peut ressortir la vidéo et du coup se dire ok j'avais fait ça à l'époque, donc peut-être que ce que j'ai fait, ou alors peut-être que... Voilà. Ça peut avoir différentes utilités d'avoir un trinoculaire. Ça coûte un peu plus cher forcément le trinoculaire que le bino, parce que il y a un système en plus. Pas spécialement horriblement plus cher, mais voilà, il y a un petit coût en plus.
Et le plus gros, on va dire, à rajouter en coût, c'est la caméra. Parce que bien sûr, il faut mettre une caméra par-dessus. Hein. Vous achetez pas, enfin, il n'existait pas complet, vous pouvez tout acheter. Mais généralement, on a le microscope et la caméra qui vient après. Alors, il existe plusieurs types de caméras aussi. Des caméras qui vont faire USB. Donc là, on voit, alors il est un peu caché, c'est un peu, voilà, au milieu, là, j'ai le connecteur USB pour brancher à mon ordinateur. Que je déconseille, je m'en suis servi pendant un bon moment en USB, mais c'était pas toujours très fiable et la qualité n'était pas toujours folle. Et après, vous avez la prise HDMI qui est juste à côté. Donc méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup de caméras qui n'ont pas forcément de prise HDMI ou USB, mais seulement VGA. Donc regardez bien les caractéristiques de la caméra pour trouver au mieux une HDMI. Et par là-dessus, vous pouvez acheter un petit clé USB en fait qui permet de faire HDMI vers en gros l'ordinateur. Et du coup, c'est reconnu comme une caméra classique finalement. Je vous montrerai une petite image ou deux sur internet. Et des liens sans doute si je trouve ça. Ça permet vraiment voilà, d'utiliser la caméra tout de suite du microscope sur l'écran. Quel logiciel j'utilise? Eh bien j'utilise OBS du coup, pour voir toutes mes caméras de l'ordinateur, que ce soit du coup la petite caméra ici, la caméra qui me voit moi qui est posée juste en face de moi, ou bien mon micro. Donc voilà, dans tous les cas, OBS est très pratique pour ça et du coup on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Alors quel micro j'utilise? Alors vous ne le voyez pas, mais il est juste ici, je vous le montre. Hop, il est assez gros. C'est un Blue Yeti. C'est plutôt une bonne marque, je m'étais renseigné là-dessus, c'est un collègue qui m'en avait parlé, qui m'a dit je fais du stream YouTube et Twitch, et ce micro là tu devrais essayer, il est pas mal, donc effectivement il est sympa, alors il prend un petit peu de place sur l'établi mais c'est pas horrible. Donc voilà, pour le son j'ai ça, mais n'importe quel bon micro de qualité ferait amplement l'affaire, hein, j'ai envie de dire, mais je suis habitué avec celui-ci. Et dernier point du coup pour la lumière de microscope, alors selon moi il existe 3 types de lumière classiques pour les microscopes. Donc la normale, on va dire, je vous la dévisse comme ça vous pourrez voir. Donc ça c'est vraiment la lumière que vous retrouvez dans quasiment tous les microscopes. C'est un espèce de gros bloc en plastique lumineux que vous pouvez régler ici via un petit ici potentiomètre. Là on peut régler l'intensité. Voilà. Il y a du coup une petite prise électrique qu'on vient brancher après sur une prise normale. Hein, ça il n'y a rien de foufou là-dessus. Et donc on a 3 petites vis sur les côtés qui permettent de fixer sous microscope. Donc ça c'est le classique, on va dire, le moins cher, le moins onéreux, le plus efficace. Je dirais peut-être pas le plus efficace parce que parfois ça bouge et surtout c'est gênant parce que comme c'est gros, on a un gros anneau en plastique là, et bien des fois on tape avec l'air chaud. Quand on veut chauffer, et bien tac, ça vient taper sur la. Je vais de ce côté-là, ça vient taper contre la lumière, c'est pas toujours agréable. Des fois on peut même la fondre avec la chaleur, c'est pas super agréable pour le nez quand ça fond, forcément l'odeur du plastique. Mais voilà, au niveau rapport qualité-prix, ça fonctionne bien, c'est le moins cher, voilà. Alors moi j'utilise celui-ci parce qu'en fait c'est mon microscope que j'avais depuis un moment à la maison. J'ai jamais changé de lumière parce que elle fonctionne. Si un jour elle me lâche, je la changerai. À l'atelier, j'ai un autre système. C'est un anneau lumineux qui vient se visser directement au niveau de l'anneau du microscope. Je vous montrer une petite image. Ça prend moins de place. Du coup, on est moins gêné pour l'air chaud. Ça éclaire un petit peu moins bien parce que c'est plus recentré, recadré. Donc ça se ressent, on va dire, sa lumière. Mais ça fait le boulot, donc c'est pas mal. Et en troisième option de lumière, il existe aussi des lumières qu'on vient fixer vraiment devant le microscope. Donc ici, là, on voit 2 points de vis, hein, par exemple. Des lumières qui va diffuser, on va dire, un petit peu avec un angle différent. On n'est pas au-dessus plongé comme ici. On est vraiment sur le côté. Ça a un gros avantage, enfin 2 avantages pour moi. Je pense que je prendrai ça d'ailleurs comme prochaine lumière. Premier avantage, c'est que comme la lumière est plongeante et pas par-dessus, on voit beaucoup mieux les inscriptions des composants sur les cartes mères et on voit beaucoup mieux l'état des composants. Parce qu'on définit mieux forcément la couleur des composants quand on regarde dans le microscope. Donc c'est un avantage au niveau visuel pour faire un petit diagnostic rapide à l'œil. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on n'est pas gêné non plus par l'air chaud parce que comme elle est même plus sous le microscope, en fait il n'y a plus rien qui gêne. Donc on a vraiment que le bout du microscope en fait noir là qu'on voit ici. Parce que forcément il n'y a plus de lumière, elle est vraiment derrière ici, quoi. Donc ça c'est le gros avantage de cette lumière là. Donc je pense que mon prochain achat de lumière ce sera ça. Et si vraiment j'en suis satisfait, je pense que je mettrai pour les 2 postes, donc ici, et puis à la boutique aussi. Et je vous en parlerai si besoin rapport à ça. La caméra qui me filme, je finis vite fait avec les caméras et tout le classique. La caméra qui me filme, c'est une Razer Kiyo. C'est du classique, hein, c'est une caméra, une webcam entre guillemets, un peu plus haut de gamme si je peux dire ça par rapport à du classique. Mais bon, là c'est pareil, hein, il existe plein de petites caméras style Logitech ou même voilà. Après je connais pas toutes les caméras au monde, donc voilà, c'est le seul truc qui ne se voit pas. On va dire on me voit moi quand je me filme, mais la caméra vous la voyez pas, je peux pas vous la montrer, mais je pourrais la montrer en image si vous voulez. Voilà, qui est une caméra tout à fait classique. Je crois qu'elles sont pas données par contre niveau tarif, mais elles ont une qualité sympa par rapport au prix, on va dire. Voilà. Dernier point important aussi niveau sécurité, ça va être l'extracteur du fumet. Vous le voyez ici, hein, la petite buse qui est ici.
Il existe plusieurs petits modèles d'extracteurs de fumée ou gros modèles. Là, ça dépend de votre budget et bien sûr de votre utilité par rapport à ça. Celles-ci, c'est je crois les moins chères qui existent. C'est des petites boîtes assez compactes. Donc l'avantage c'est qu'on peut le poser sur établi. Ils font pas trop de bruit. Les filtres on peut les trouver donc ils sont pas très chers. On a bien un filtre à charbon et tout le tintouin on va dire qu'il faut pour bien nettoyer toutes les merdouilles. Alors c'est peut-être pas les plus forts on va dire pour supprimer toutes les microparticules, mais c'est déjà un bon départ on va dire pour vous protéger. Alors oubliez tout de suite les espèces de ventilateurs que vous mettez proche de votre microscope et qui vont recracher la fumée plus loin parce que c'est de la saloperie bien sûr parce qu'il n'y a pas de filtre. Il vous faut quand même des filtres charbon minimum là-dedans pour que ça puisse emprisonner finalement les particules qui sont mauvaises forcément, donc le plomb etc, le flux. Donc voilà, il existe ces types-là qui vont être, je vais vous mettre sur internet des images et des liens encore une fois de ce que j'ai, puis je mettrai en bas de vidéo des liens au besoin. Donc ça c'est le classique, mais il existe après des modèles donc plus performants, plus gros. À la boutique j'en ai un qui est beaucoup plus gros et qui est du coup au sol. Voilà, donc ça dépend de vous et de votre budget forcément, et aussi de la place ou du bruit que vous allez pouvoir supporter sur votre espace de travail. C'est important de le préciser parce que ça fait quand même un vomissement plus ou moins fort selon le réglage que vous mettez. Mais voilà, ce modèle-là, il fait le boulot. On peut déplier du coup le fameux tube, on va dire, voilà, assez loin pour pouvoir le déposer près du microscope et régler la chaleur, la puissance du ventilateur pour aspirer plus ou moins fort ce qu'on a besoin. Et hop, l'avantage c'est qu'on peut le replier après. Alors ça fait un peu de bruit forcément quand on replie, mais voilà, je peux le ranger ou le déplier au besoin. Donc si je fais un PC portable, par exemple, que je fais juste démonter, je peux le plier, le ressortir. À la boutique, j'avais fait un gros trou dans mon établi, puis il est toujours présent, donc voilà, je peux le déplacer au besoin. Voilà, c'est à vous de voir selon comment vous êtes, selon la place que vous avez encore une fois. Ça, c'est le classique. Alors, c'est parti, on y va. On a fini pour, je pense, tout ce qui est microscope, sécurité et caméra. Hop, je dormais bien. Je vais donc ouvrir ce petit téléphone et je vais vous parler de du coup, de mes outils pour ouvrir. Alors, qu'est-ce que j'utilise en tournevis? Alors, j'en ai plein, clairement, des tournevis. C'est vraiment, alors pour moi, je vais pas y passer une heure, parce que les tournevis, c'est des tournevis. Je change un peu selon les moments, selon ce qui sort, parce que on aime bien tester tout ce qui est nouveau finalement. En ce moment, je suis sur les Best, donc c'est des petits tournevis qui sont des copies des Kianli. Les Kianli, je ne sais pas si j'en ai ici à vous montrer, non, je vais essayer de vous trouver une vidéo. Les Kianli, c'est des petits tournevis sympatoches que la marque Kianli avait sorti. Alors ils ont la particularité en général d'avoir le petit manche qui tourne très bien, très longtemps. Voilà, c'est un délire, mais voilà, ils ont en fait des roulements à billes. Alors c'est assez agréable à utiliser du coup parce que comme il y a un roulement à billes, il glisse très facilement au niveau du doigt. Et c'est des versions ce qu'on appelle 3D. Alors en gros 3D c'est quoi? Alors ceux-là non, ils ne le sont pas autant pour moi. Mais 3D en fait c'est l'embout qui va être vraiment imprimé dans la masse, si je peux dire ça comme ça, et qui s'abîme moins vite que les tournevis classiques. Donc là par contre l'embout c'est du classique, donc ils vont s'abîmer un peu plus vite, mais comme ceux-là c'est des copies, c'est donc des Best comme je disais. Mais par contre ils ont un grip sympa, ils tournent bien, donc c'est pareil, ils sont agréables on va dire à utiliser. Par contre ils sont un peu lourds, et je crois que les Kianli c'est pareil. Donc quand ça tombe ça fait un bordel phénoménal. Et surtout il faut faire attention avec ce genre de tournevis parce que comme ils sont vraiment lourds et du coup tout en métal, si vous faites tomber là sur l'établi sur un écran de téléphone qui traîne à droite à gauche, paf, ça peut casser le téléphone. C'est important de le savoir par rapport à des tournevis, on va dire, comme ceux-là, qui vont être moins haut de gamme, on va dire, mais beaucoup plus légers, qui vont faire le boulot tout pareil. Voilà. Ceux-là, ils tournent vraiment beaucoup moins. Bon, c'est du classique. Mais voilà, ça fait le boulot, ça y a pas de souci. C'est juste que l'embout va s'abîmer un peu plus vite parce que l'acier utilisé est forcément moins costaud. Mais dans le principe, ça va très bien. Voilà, donc là, les tournevis, c'est vraiment du classique. J'ai envie de vous dire, essayez au besoin. Mais voilà, ceux-là, je crois qu'on est quand même à 3 € je crois le tournevis, un truc comme ça. Donc voilà, faut vraiment avoir envie de se faire plaisir parce que 3 € pour un tournevis, quand on en a plusieurs à prendre, ça commence à faire monter un peu la facture. Mais bon, c'est pas, voilà. Disons que c'est pas forcément top pour commencer parce que vous allez monter votre facture tout de suite si vous commencez à vous équiper. Mais quand vous êtes vraiment lancé, équipé, etc., et puis que vous avez envie de changer, bon bah là, voilà, ça dépend du fournisseur, mais des fois on se commande un truc, et tiens, ils ont ça comme outil, hop, je me prends ça et puis on verra bien. Donc ça c'est pour les tournevis. Donc c'est parti, je démonte mon petit téléphone, hop. Donc je peux prendre justement mes fameux tournevis et on va pouvoir passer à l'ouverture. Voilà, j'ai donc ouvert le téléphone, donc j'ai sorti le petit dot projector, comme vous pouvez le voir ici sous microscope. Donc aujourd'hui on va faire la réparation de ce système-là, vous devez connaître pour ceux qui travaillent dessus. Il y a un bout de colle là qui s'est pris dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est un classique, soit lors d'un choc, soit lors d'un changement d'écran, quelqu'un a posé quelque chose, donc son doigt ou n'importe quoi on va dire, qui aurait pu provoquer un court-circuit là-dessus.
soit il a pris l'eau, ça peut arriver aussi, et du coup, à cause des systèmes ici, en fait, là, on a 3 petites patounes là et 3 ici, ça peut provoquer des courts-circuits sur le système qui est après derrière, donc l'espèce de système de prisme, on va dire. Donc bref, dans ces cas-là, ben, on doit ouvrir, sortir la petite nappe et utiliser un programmeur. Du coup, ben, je vous en parlais, hein, le fameux programmeur. Donc moi, j'ai celui de chez JC, justement. Alors, encore une fois, on a plusieurs petits programmeurs pour ce genre d'intervention. JC, Kianli, il y en a pas mal que je connais peut-être même pas d'ailleurs, hein, parce qu'il je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 marques différentes de ça. Moi j'aime bien le JC, je me suis habitué à celui-ci, mais n'importe quel programmeur en fait fait toujours le même boulot, hein, que ce soit Kianli ou JC ou même d'autres marques encore, c'est plus ou moins pareil pour les Face ID en tout cas. Ce que j'apprécie sur celui-ci par contre, donc lui c'est le V1S de chez JC. Ce que j'apprécie avec celui-ci, c'est qu'en fait on peut retirer, je vais vous les brancher, on peut retirer les petites plaques, en fait voilà ici là, donc là j'ai retiré la plaque, et on peut rebrancher l'autre plaque à la place. Et les plaques du coup vont faire pour les programmations d'écran, de batterie, là du coup de Face ID, de Touch ID, enfin un peu ce qu'on veut avec ça. Donc voilà, c'est pratique, ça permet d'avoir moins de boîtes pour moins de programmeurs. Et autre petit détail sympa, on peut retirer le capot à l'arrière et mettre une batterie d'iPhone à la place. C'est tout bête, mais voilà, ça permet de pouvoir l'utiliser, on va dire, sans avoir à le brancher constamment. Donc c'est un petit détail. Donc bah voilà, j'ai commencé à mettre du coup des liens. Je mettrai des liens, comme je disais, donc du microscope. J'ai pas parlé de là où je me fournissais, par exemple. Alors pour le microscope, moi personnellement, au niveau coût, mais là ça a pas mal changé à cause de plein de choses. Je vais vous en parler. Au niveau microscope, au niveau du coût, c'était intéressant d'acheter en Chine pendant un bon moment. Sauf qu'avec le Covid et avec ce qui se passe en Ukraine, et donc la chute de l'euro par rapport au dollar, eh bien c'est plus si intéressant que ça d'acheter en Chine malheureusement actuellement. Tout dépend de vous en fait, de ce que vous allez avoir besoin comme matériel, et surtout si vous êtes assujetti à la TVA pardon, ou pas. Parce que ben, si vous achetez en Chine, forcément la TVA c'est plus compliqué si vous êtes en micro-entreprise, mais j'ai envie de dire qu'en France ça va être pareil. Je crois que maintenant la Chine font des factures avec TVA, donc il y a moyen de récupérer la TVA si je fais pas erreur, hein, corrigez-moi si je me trompe, je suis pas un grand comptable on va dire. Par contre pour voilà, ce genre de matériel, eh bien on peut trouver des choses en France aujourd'hui qui va être au même prix quasiment, voire même moins cher. Parce que c'est des stocks qui sont déjà à l'ancien prix, on va dire. Donc voilà, si vous avez besoin d'un microscope, regardez bien les prix entre la Chine et la France, parce que vous pouvez très bien trouver des microscopes à bon prix en France. D'ailleurs, je vais vous parler d'un outil pas mal que j'ai depuis quelques temps et j'en ai racheté un et je vais vous faire un petit topo parce que c'est le but du jeu. Où bah, je l'ai trouvé à moins cher en France qu'en Chine. Et pourtant, ça vient de Chine. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo quand on voit ça. Donc voilà, pour le microscope, vous pouvez en trouver chez plusieurs fournisseurs. Alors donc voilà, sur AliExpress, vous pouvez en trouver. Hein, vous tapez microscope binoculaire ou trinoculaire, vous allez trouver plein de modèles. À savoir que celui-ci, c'est un 3X, non, 4.5X pardon, et 45X. Donc en fait, c'est du classique. Je vérifie quand même enfin, voilà, la précision du zoom parce que je suis plus sûr. Ou c'est 7.5 et 45 si je fais pas erreur. Oui, c'est ça, c'est 7.5 45, je crois bien. Bref. Je vous montrerai, moi, au pire, je vous mettrai un lien de ce que j'ai. Et après, on peut rajouter des lentilles dessus pour pouvoir augmenter la distance. Ce que je ne conseille absolument pas. Alors oui, on est plus à l'aise pour passer l'air chaud, ça c'est vrai. Par contre, on va avoir une vision des composants qui va être beaucoup moins 3D, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on va être beaucoup moins à l'aise pour voir et les attraper avec les Bruxelles après. Donc, évitez les lentilles Barlow qu'on met par-dessus. Il y en a pas mal, je crois, en France qui s'en servent. Moi, je trouve que c'est une catastrophe de se servir de ça, mais encore une fois, ça dépend de vous. Donc voilà, donc tout ce qui va être gros outillage, regardez bien en France aujourd'hui parce qu'on peut trouver des trucs intéressants chez certains fournisseurs, donc je vais vous donner des liens. Donc microscope, on peut en trouver du coup chez Pièces de Mobile. Utopia, je crois qu'ils en ont aussi. Je crois que Mobilax, si je fais pas erreur, vérifier, mais voilà, donc ces 3 fournisseurs-là, c'est plutôt côté pro. Mais il me semble qu'on a un fournisseur dans les 3 qui permet de vendre aux particuliers. Donc c'est pas mal si vous êtes un passionné, mais vous n'êtes pas professionnel du domaine. C'est Pièces de Mobile. Pièces de Mobile, vous pouvez, je crois, acheter en tant que particulier. Les prix sont forcément un peu différents parce qu'en tant que pro, forcément, on a la TVA, etc. Mais en tant que particulier, vous pouvez quand même acheter en France, du coup, sur un site français. Donc c'est pas mal, ça arrive vite. Et surtout, comme c'est un site pro, vous pouvez, en cas de souci, de garantie, etc., les contacter et puis avoir des réponses rapides. C'est l'avantage par rapport à la Chine.
Voilà, ça c'est pour du coup la partie, on va dire, gros outillage. Vous pouvez trouver ça, voilà, donc chez Biaso Mobile, ça on trouve ça. Donc en compte particulier, j'ai envie de dire, ou pro. Pareil, donc tout ce qui est programmeur JC, donc je pense que je vais faire un petit coup de pub pour Biaso Mobile, pas mal, parce que on trouve beaucoup de matériel de ce que j'utilise en fait, parce que bah, c'était pas le cas à l'époque, hein. Moi j'ai tout acheté quasiment en Chine à l'époque, mais aujourd'hui, bah, Biaso Mobile, niveau programmeur par exemple, ils sont JC, ils ont la revente JC, donc ils ont quasiment tout, en tout cas ils peuvent avoir tous les trucs JC, ce qui est pas mal quand on a besoin. Donc voilà, donc ça peut, bah, j'en ai acheté un d'ailleurs, hein, parce que là ça c'est celui de la boutique, mais j'en ai racheté un pour ici, pour la maison, je vais ramener les deux. Hop, voilà, donc celui-ci vient chez Pièces Mobile, hein, c'est la version récente, parce que bah, ils sont forcément à jour, où en fait l'ancienne version JC c'était du Lightning, et aujourd'hui c'est du USB-C, donc voilà, et d'ailleurs bah, ils ont revu les trucs, les petits trous, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des haut-parleurs dedans, je ne pourrais pas vous dire, mais on a toujours le système de batterie, hein, dans le nouveau modèle. Donc bref, voilà, donc voilà, farfouiller, hein, mais les trois fournisseurs que je connais bien, moi c'est, donc bah, au niveau outillage, ça va être Utopia, ça va être Mobilax, et ça va être Pièces Mobile. En tout cas pour tout ce qui est outillage. Et encore une fois, Pièces Mobile, bah, l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir vous faire en tant que particulier de la vente, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres, parce que c'est que pour les pros. Ça peut être intéressant pour beaucoup de gens, je pense, qui me regardent, d'avoir cette différence. Parce que je crois que j'avais fait une pub pour Chronosper à l'époque pour tout ce qui était pièces. Chronosper, je conseille moins aujourd'hui. Je trouve qu'ils se sont cassés un peu la figure au niveau rapport qualité-prix. C'est mon avis personnel, hein, donc ne me blâmez pas si vous trouvez très très bien chez eux, il n'y a aucun souci. Je dis juste, voilà, moi personnellement j'étais un peu déçu ces derniers temps. Je crois que l'équipe a pas mal changé aussi, il y en a pas mal qui sont partis et du coup ça a changé d'équipe, on va dire. Donc moi je suis moins en contact avec ces personnes-là. Mais voilà, niveau outillage, je crois que Chronosper, il n'y a pas grand chose, voilà, en microscope ou voilà, faire à souder, ce genre de choses, ils n'ont pas énormément. Et ils vendent que au pro aussi, donc de toute façon, ça limite pas mal pour les particuliers. Donc voilà, on va commencer du coup. Donc je vais ouvrir ce petit dot projector Face ID, on va dire. Je vais utiliser une petite pince coupante toute simple, hein, voilà, alors ça, je trouve ça chez Lidl. Il n'y a pas besoin d'embêter. Des pinces coupantes, vous trouvez où vous voulez, il n'y a pas de souci. Et je vais du coup couper la petite ouverture ici qui est voilà, juste ici là pour avoir accès à mon dot. Alors je fais ça hors champ caméra parce que c'est pas évident de vous montrer ça sous microscope sans faire des bêtises, j'ai envie de dire. Donc j'y vais doucement et je fais un peu levier, je fais des gauches droites et je finis par le laisser céder, casser. Et hop, au bout d'un moment, on finit par avoir accès complètement à la nappe. Donc je fais ça gentiment. Voilà, je l'entends claquer. Donc là, généralement, c'est qu'il commence à venir. Est-ce qu'on puisse l'ouvrir complètement? Et normalement, on va pouvoir le lever et du coup avoir accès à la fameuse petite nappe de protection. Voilà, hop, c'est ouvert. Voilà, donc ça s'ouvre un peu comme un petit coffre finalement. Alors ça, moi je supprime complètement en fait, hein. Je fais gauche-droite aussi et paf, ça va le casser complètement. Voilà. Et là, j'ai accès à ma fameuse petite nappe du dot projector. Super, pas de souci là-dessus. Donc là, je vais me servir encore une fois d'un petit outil exprès pour les Face ID. Qui est du coup, alors là il y a plusieurs systèmes pour les Face ID de centreur, hein, parce qu'il faut centrer le dot avant de le remettre, donc une fois qu'on a fait l'intervention. Et c'est donc l'outil qui vient de chez Mahant. C'est une petite marque sympatoche pour beaucoup de petites choses, mais en tout cas pour les Face ID, je trouve que les outillages Face ID sont vraiment sympas. Donc il y a le petit centreur. Et il y a aussi, du coup, bah, ça je vais m'en servir après, la petite plaque de rebillage ou de blocage de caméra. Donc c'est pas mal, ça fait un peu tout. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir, j'ai tout en double, hein, c'est assez rigolo parce que comme j'ai pris les mêmes outils pour du coup la boutique et pour ici, donc voilà, on a donc ce système là. Et on a le nouveau, en gros, qui est quasiment pareil, hein, c'est juste qu'ils ont rajouté un petit bloqueur, et du coup, au niveau du stencil, ici, là, ils ont rajouté du coup les nouveaux modèles pour les 12 mini, 13, etc., etc. Donc bref. Voilà, donc ça c'est du Mahant, donc M-A-A-N-T. Donc il y a le petit centreur que j'aime beaucoup parce que l'avantage c'est que on peut régler en fait avec les petites molettes ici de chaque côté, on peut régler les petites lamelles en fait qui vont bloquer le dot projector et du coup il ne peut pas y avoir d'erreur possible parce que chaque dot projector a, on va dire, une fabrication un peu à sa façon, c'est-à-dire que les réglages vont, alors on parle vraiment en dixièmes de millimètres, hein, des fois il peut y avoir un tout petit décalage d'un dot projector à un autre et du coup ça permet de pallier à ce problème là, de vraiment être sûr que quand on va reposer le dot, donc le petit carré qui est ici en gros, hein, quand on va le reposer, eh bien on sera sûr d'être exactement comme on était au départ. Ça permet un alignement qui va être parfait, du coup de ne pas avoir de problème de lever-baisser quand vous allez remonter votre téléphone. Donc, voilà. Il existe aussi du coup des petites plaquettes où on met vraiment directement le dot dedans. Ça marche bien pour les X je trouve, mais après à partir du 11 j'ai eu pas mal de soucis, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ces petits modèles là. Voilà, tout simplement.
Donc ça, c'est pour centrage. Alors attention, il faut bien le centrer avant d'enlever de décoller la petite nappe qui est ici. Donc là, je vais le centrer et ensuite on pourra le décoller tout simplement. Hop, voilà. Alors, hop, je l'ai posé dedans. Alors, il faut se méfier par contre avec ce modèle-là. Alors, peut-être que la nouvelle version est un petit peu différente donc, de ce petit mount. Pour les 12 mini, il faut enlever vraiment complètement la petite plaque en acier qui est au bord, sinon ça gêne pour rentrer dans le système. Il n'y a que ça, hein, mais à part ça, dans le principe, ça fonctionne très bien. Alors, hop, je vais bloquer le premier système, voilà, et en fait je règle, voilà, on voit bien la petite lamelle là qui peut se régler en dessous en fait. Ça permet vraiment d'être sûr, d'être bien centré, et comme c'est un système magnétique, eh bien, on est sûr de ne pas se planter pour le remettre après. Donc il faut bien serrer par contre, il ne faut pas se planter. Et dans le principe, ça fait vraiment bien son travail, ça c'est un gros avantage. Voilà, donc je bloque bien tout ça, je m'assure que je suis bien embuté de chaque côté, et j'aime bien vérifier après avec le microscope pour être sûr voilà, que je me suis bien réglé. Et là, on voit bien que les deux réglettes, si je peux dire ça comme ça, sont bien embutées de chaque côté. C'est très important parce que pour faire le réglage derrière, s'il y a un souci qui n'a pas été fait correctement dès le départ, votre Face ID sera mal aligné et du coup, ça ne fonctionnera pas correctement. Donc là, c'est parfait. Je suis bien aligné, pas de souci. Maintenant que c'est fait, je serre bien du coup les deux molettes rouges là, de chaque côté là. Et je peux enlever en fait hop, chaque petite partie, en fait, gauche et droite. Voilà, donc ces deux petits systèmes là, je les mets de côté. Ils sont réglés pour mon Face ID à moi. Et je peux soit du coup laisser toute la partie intégrante pour l'instant là-dedans et décoller mon dot, soit retirer la caméra. Donc moi je vais le laisser là pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de le sortir. Et donc on va du coup décoller ça. Alors pour décoller, j'utilise donc des petites bruxelles comme ça, ça dépend des fois j'utilise des bruxelles, des fois j'utilise une petite lame de scalpel. Donc scalpel classique, hein, c'est des lames vraiment tout à fait classiques qu'on peut trouver un peu partout sur internet. Hein, alors là chez tous les fournisseurs, donc Pièces Mobile, je pense que vous pouvez en avoir. Mais n'importe quel, voilà, eBay, vous pouvez trouver, enfin bref, il n'y a pas de souci. Et en Bruxelles, alors, je vais faire un topo rapide pour les Bruxelles parce que je suis un grand fan des Bruxelles, étant anciennement horloger. Je suis tombé sur les petites Bruxelles de chez Tianli, donc pareil, hein, des trucs tout simples, hein, qui sont super légères, je pense, ça va être de l'aluminium. Alors la référence c'est FX-03 et en fait elles sont superbes. On a vraiment un embout qui est, bon elles sont un petit peu sales, mais on a un embout qui est super agréable, il est vraiment, elles sont fines. Elles ont une très bonne prise et elles sont très légères. Donc elles sont vraiment agréables à utiliser ces petites Bruxelles là. Elles sont pas super chères pour des Bruxelles je trouve. Donc c'est vraiment voilà. Moi si je peux vous en conseiller aujourd'hui c'est celle-ci. Et si vraiment vous avez un gros budget Bruxelles, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez partir carrément sur des marques horlogères. Donc là, ça peut être du Bergeon ou du Viola, où là, c'est des bonnes Bruxelles. Bon, par contre, les prix, là, on parle plus, on parle plus en dizaines d'euros, on parle parfois en centaines d'euros pour des Bruxelles. Par contre, vous avez des Bruxelles vraiment de haute qualité. Et faites très attention à ne pas les abîmer parce que forcément, ça fait mal quand ça casse. Mais voilà, je vous mettrai quand même des images et des liens au besoin pour ceux qui veulent. Donc, je vais décoller ce petit dot. Alors, je vais prendre ma petite lame de scalpel et mon air chaud. Alors, mon air chaud, pareil, on va en parler. C'est horrible parce qu'à chaque fois que je prends un outil, en fait, je peux vous en parler. Mon air chaud, c'est donc la classique, la Quick 861 DW. Donc, l'air chaud, j'ai envie de dire que quasiment tous les réparateurs aujourd'hui utilisent. Alors, pourquoi tous les réparateurs l'utilisent? Je pense que c'est parti tout simplement d'un truc, c'est-à-dire que ça va être les premiers, je pense, à avoir sorti, enfin peut-être pas les premiers, mais en tout cas dans les plus connus, à avoir sorti un air chaud à ce prix-là, parce que mine de rien, les Quick, elles sont vraiment pas chères au niveau rapport qualité-prix, hein. On a vraiment une bonne buse avec un système de petits compresseurs, entre guillemets, à l'intérieur, avec un système, on a une bonne prise, on peut changer les buses assez facilement à la main, du coup, bon, quand elles sont froides, hein, quand c'est chaud, il faut utiliser l'outil, mais voilà. Et surtout, on peut changer la buse d'air chaud, il y a 3 vis à l'intérieur, on tire et hop, on peut changer la buse d'air chaud. Alors, quand vous travaillez tous les jours avec ce genre d'outils, je vous conseille de changer l'air chaud, enfin donc la buse d'air chaud là, tous les ans. Parce que la résistance à l'intérieur a fini par fatiguer et forcément les températures sont plus aussi précises qu'au départ. Donc on préconise une fois tous les ans, enfin, moi c'est ce que je fais, mais si vous la gardez, il y a des collègues qui les gardent 2, 3 ans, 4 ans même sans les avoir changés et ça marche très bien. Donc bon, ça vous faites comme vous le sentez. Mais moi j'utilise du coup la 861 DW de chez Quick, qui est vraiment très bien. Je pense que celle-ci vous pouvez la trouver un peu partout, dans pareil tous les fournisseurs, en France, sur Amazon je crois qu'on peut la trouver, en Chine aussi. Alors méfiez-vous de la Chine, il y a beaucoup de contrefaçons, donc c'est pas forcément des vrais Quick, vous avez des faux moteurs, des fausses bus et ça tombe en panne au bout de pas très longtemps. Donc vraiment, assurez-vous que c'est vraiment du Quick, et pour ça, il n'y a rien de mieux que les fournisseurs, on va dire, français ou agréés finalement, où là vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Alors je suis désolé, c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai eu un souci de micro et de caméra, donc j'ai recommencé la vidéo, mais malheureusement j'ai tourné quand je décollais mon dot, donc c'est pas très grave, hein. Donc en gros j'ai uniquement décollé
hop, donc le petit dot du prisme ici, hein, en chauffant avec ma quick et en donnant un petit coup de scalpel. Bon, rien de bien grave. La vidéo n'est pas là pour montrer la réparation principalement, mais plutôt pour parler matériel, donc c'est pas spécialement grave. Donc je finis rapidement avec ma quick parce que du coup j'étais encore en train d'en parler quand le micro a coupé. Je disais que voilà, l'avantage, et s'il y a autant de réparateurs qui utilisent cette fameuse quick, donc 861 DW, c'est parce que, comme beaucoup de réparateurs l'ont, quand on parle température et souffle, quand on se donne des conseils entre nous, eh bien on part du même réglage entre guillemets, même si bien sûr il y a toujours des petits décalages de réglage et puis selon la température chez soi, etc. Mais voilà, quand on parle de, je sais pas moi, 60 de flux d'air et puis 450 degrés par exemple, eh bien au moins l'autre il sait à peu près de quoi on parle. Donc voilà pourquoi c'est l'avantage d'avoir à peu près tous les mêmes machines et du coup de parler de même réglage. C'est le petit avantage. Et il existe du coup les versions Athènes qui sont des copies entre guillemets, hein, des Quick si on peut simplifier le truc, mais qui utilisent vraiment les mêmes moteurs, les mêmes buses de chauffe. La seule différence c'est que bah, du coup les réglages de flux d'air sont pas les mêmes. Quand on parle de 60 sur une Quick, eh ben, c'est pas du tout pareil pour une Athènes. Donc c'est voilà, c'est un peu différent. Il y a que ça qu'on peut dire entre différence Athènes et Quick. Mais rapport qualité-prix, c'est vraiment les mêmes choses. Clairement, c'est le même moteur, c'est même chauffe à l'intérieur. Donc si vous trouvez une Athènes à moins cher qu'une Quick, clairement, ça fera le même boulot. Voilà, tout simplement. Alors du coup, j'ai décollé mon petit prisme. Et donc maintenant, je vais devoir le programmer avec mon petit programmeur de chez JC. Là, hein. Donc encore une fois, ça, vous pouvez en avoir un peu n'importe où. Voilà, et du coup, donc ça c'est déjà fait, ce que j'ai déjà programmé, ce que j'ai fait sous caméra, mais comme ça avait planté, donc on ne fait que lire et écrire finalement sur la nouvelle nappe. Alors qu'est-ce qui se passe en gros? Eh bien, on lit le petit programme qui est inclus dans la vraiment d'origine là-dedans, dans la petite puce qui est ici, et on va le réécrire dans la nappe spéciale de réparation, et en fait ça va dans cette puce-là. En fait, ça fait ça déroute finalement le programme et ça le met là-dedans, tout bêtement. Et donc après, il nous reste à dessouder le petit prisme qui est ici, enlever le petit transistor, et bien sûr remettre sur la nouvelle nappe. Alors pour faire ça, qu'est-ce que j'utilise du coup? Donc la fameuse petite plaquette de chez Maranthe là, donc pour rebiller, pour bloquer, pour tout en fait, hein, pour tout ce qui va être cette procédure là. Et bien sûr un fer à souder et l'air chaud. Alors je vous parle, donc l'air chaud j'en ai parlé, je vais vous parler du fer à souder parce que j'ai changé mon fusil d'épaule il y a très peu de temps et il faut vraiment que je vous en parle, vous allez voir. Donc le fer à souder, un sujet vraiment je pense délicat pour beaucoup de réparateurs parce qu'à chaque fois ça revient, c'est la question, c'est quel fer à souder je dois acheter pour commencer ou même pour mes réparations, etc. etc. Alors moi, j'ai eu pas mal de fer à souder, j'avoue. Je me suis resté un bon an sur la JBC du coup, donc comme beaucoup le savent, je vais vous la montrer en vidéo. C'est le modèle classique, on va dire, et sur lequel on peut rajouter un deuxième fer en plus avec un petit module qu'on peut acheter qui n'est pas de chez JBC, hein, c'est des copies qui ont été bien foutues pour ça. Ça permettait du coup d'avoir deux fers pour le prix de la version compacte que j'ai. Et il y a peu de temps, j'ai été du coup chez un collègue qui avait un autre fer à souder, donc une copie de JBC, donc la marque Sugon. Et j'ai été chez lui et j'ai été franchement plutôt impressionné de la qualité et surtout du prix, forcément. Et voilà, je me tâtais, je me suis dit bon, pourquoi pas, peut-être plus tard, je me paierai ça, etc. etc. Et à vrai dire, j'ai craqué il y a un petit moment pour me la payer à l'atelier, donc au magasin. Ça fait un bon moment que j'utilise. Je voulais attendre un peu pour vraiment vous donner un retour. À tel point, du coup, j'en ai acheté une deuxième pour la maison. Donc, c'est le Sugon T3602. Alors, je vous en parle parce que je l'ai eu du coup via Pièces de Mobile. Donc, merci à Pièces de Mobile du coup de me l'avoir envoyé rapidement parce que ils l'ont en stock à des prix qui sont vraiment intéressants quand on voit les prix en Chine, parce que à cause, encore une fois, du Covid, du dollar et de tout ce qui se passe avec le diesel, le gasoil, tout ce qui augmente, on va dire, le prix de ce modèle-là en Chine est beaucoup plus cher qu'avant. Et du coup, en France, on le trouve à des prix qui sont très intéressants. Donc, chez Pièces Mobile, par exemple, je fais un petit coup de pub pour eux, parce que clairement, je l'ai vraiment pris à bon prix. Et j'ai apprécié encore une fois le contact que j'ai eu avec Jonathan qui travaille là-bas. Donc, merci à toi, Jonathan, si tu regardes ces vidéos, mais je pense que tu le feras, de m'avoir envoyé ce colis aussi rapidement. Et du coup, on va faire un petit unboxing, vu que c'est neuf, hein, je l'ai reçu cette semaine, donc autant profiter, vu que je vais la changer pour la maison, parce que là, actuellement, à la maison, j'ai aussi ma petite JBC que vous voyez là, à droite, qui est juste là. Donc du coup, ça va remplacer par la Sugon 3602 parce qu'à la boutique, j'ai aussi la Sugon 3602. Et je vais vous dire pourquoi j'ai changé pour cette marque et du coup, ce modèle précisément. Alors c'est parti, on va ouvrir la boîte, je vais vous filmer ça avec mon téléphone, comme ça je vais faire un petit unboxing et puis on en parle. Voilà, donc je vais ouvrir le petit boîte, si je peux dire ça comme ça. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Pas mal de petites choses. Hop. On a du coup, et ça c'est très rigolo,
des pannes officielles JBC. Donc comme quoi, là c'est vraiment, un bon gros pied de nez à la marque JBC. Hein. Ça utilise vraiment des pannes JBC. Donc on a voilà, donc une panne d'origine JBC et une panne, je crois, deux copies. Voilà, donc là c'est alors Magma, la marque, je ne connais pas tellement. Mais voilà, ils vous mettent quand même une marque, vraiment une panne JBC pour vous dire que c'est vraiment c'est fait pour JBC, on va dire. Donc c'est assez rigolo. Donc on trouve des petites pannes, donc une d'origine et une copie. On a du coup le petit câble de branchement européen, un grand classique. Hop, voilà. Les petites images, on va dire, d'explication, etc. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, eh bien, c'est une double fer. Donc, voilà, on voit vraiment bien le fer classique conventionnel en 210 et en 115, si je ne fais pas erreur. Le 115, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est extrêmement fin, il est tout petit. C'est ce qu'on retrouve du coup sur les JBC haut de gamme, entre guillemets, donc les nanos, je crois, comme ils les appellent. Donc ça veut dire qu'on peut sur ce fer à souder avoir le C210 qui est déjà très petit, qui va servir à toutes les réparations de tous les jours, et en même temps avoir la version nano à côté, qui va vraiment vous servir à faire des jumps ou des petites soudures. Et quand je vous dis petites soudures, là je rigole pas, on est vraiment sur la micro soudure, on va dire. Et bon, c'est encore une fois un ancien horloger qui vous dit ça. Donc on est vraiment sur de petits trucs, de petites pannes. Et vous allez voir les pannes, c'est assez rigolo d'ailleurs à quel point elles sont fines. Donc voilà, ça c'est le gros avantage pour ça. Donc bon, j'enlève les petits... voilà, il y a des petites explications, ils expliquent comment c'est fait, etc. C'est pas mal. Donc voilà, j'enlève ça, je mets ça sur le côté avec le câble. On a donc, ça c'est pour monter le fer, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, on voit ici, on a une petite panne, justement, je vais vous la montrer après sous le microscope parce que ça vaut le détour. Et donc ça c'est pour monter la machine. Donc je vais enlever tout ça et je vais vous monter la machine après, forcément. Ici, on a donc du coup les petits stylos, hein, comme je les appelle, qui permettent du coup de tenir les pannes. Voilà, donc là... pareil, hein, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à la JBC. Donc on a la panne C210, pardon, que je fasse pas erreur, et T115, je crois. Je vérifierai ça, mais voilà. Donc vraiment, pour le tout petit, c'est celui-ci, et pour le classique, qui est déjà très petit, c'est lui. Donc les deux peuvent fonctionner voilà, l'un après l'autre, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer ça après. Donc voilà, ça je peux enlever, il n'y a rien d'autre dans le petit carton. Hop, c'est poubelle. Et donc on se retrouve avec... Hop, une bonne grosse mousse de protection, et là on a accès à la belle machine, toute neuve, toute belle, voilà, donc la fameuse Sugon T3602. C'est une bombe, clairement, je ne peux pas le dire autrement, pour l'avoir testé un bon moment, j'en suis vraiment pas déçu, elle fait le taf, clairement, c'est vraiment une bonne machine, elle est top, franchement j'ai pas mieux à dire, et par rapport au prix, par rapport à une JBC, eh bien c'est top. En gros, on se retrouve avec celle-ci au prix d'une JBC compacte, donc celle que j'ai juste derrière. Sauf que cette fois-ci, on a du coup les deux versions avec la nano, quoi, en fait. Donc c'est vraiment top. Et encore une fois, pour l'avoir testé un bon moment à l'atelier, eh bien j'en suis vraiment satisfait. J'avais commandé la première chez Pièces de Mobile, j'ai commandé la deuxième chez Pièces de Mobile. Hein. Voilà, autant pas être bête, hein. Autant commander en France quand on peut. Et encore une fois, les prix étaient déjà intéressants il y a, je pense, à peu près un an, je l'ai acheté, je crois. Ils le sont encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe en France. Donc ça peut servir. Alors, autre détail important, donc là je viens d'enlever la partie gros fer à souder et j'avais oublié de vous en parler parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas déballé. Vous avez du coup en plus offert donc un pad pour travailler, c'est pas mal, avec une petite mousse classique pour nettoyer. Une petite boîte là pour rénover les pannes. Alors ça c'est sympa quand même, franchement, ça c'est un truc que voilà, quand vous achetez la JBC compacte, il n'y a pas tous ces petits goodies entre guillemets dedans, donc c'est plutôt agréable de se dire, tiens, il y a ça en plus, c'est pas mal. Le pad il est vraiment de bonne qualité, il est très épais en silicone là. Il est vraiment bien, donc pour travailler dessus, ça peut peut-être vous servir. Alors peut-être pas, mais bon, c'est toujours agréable d'avoir des petites choses en plus. Donc ça, c'est pour la petite suite. Et alors ça, j'apprécie vraiment. On a un petit appareil en plus que j'avais déjà découvert dans celle que j'avais achetée il y a un an à peu près. Ce petit outil, en fait, qui est en gros un appareil où vous allez pouvoir le brancher et vérifier les températures de vos fers respectifs, on va dire, donc ça marche pour tous les fers à souder, hein. C'est pour calibrer vos fers à souder. Et vous avez ici au centre, du coup, une petite résistance de chauffe, enfin pas de chauffe, mais qui va contrôler la température de votre fer et afficher ici la température. Donc ça permet de régler votre fer ou n'importe quel autre fer que vous avez actuellement, de savoir si vous êtes vraiment à la bonne température que votre fer vous indique. Et du coup, ils vous mettent pas mal de petites
J'appelle ça des résistances de chauffe, mais c'est pas du tout ça, hein, c'est je ne sais plus, des sondes de température, voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Il y en a plusieurs dans un sachet au cas où de rechange, si vous en cassez une. Donc c'est vraiment, enfin vraiment, franchement, pour le prix, c'est vraiment vraiment bien. Et on a un petit câble du coup pour brancher le petit appareil en question. Et ça, franchement, c'est pareil, c'est un détail que je trouve généralement où on devrait retrouver ce genre de choses, je pense, sur du haut de gamme comme les JBC par exemple. Et bien non, là sur une marque, on va dire, moins haut de gamme, si je peux dire ça comme ça, et bien on retrouve des appareils vraiment qui pour moi sont importants et vraiment utiles. Et encore une fois, c'est toujours agréable quand on déballe de trouver ce genre de choses en plus, parce que quand on achète, on s'attend vraiment à voir que le fer et à la limite les pannes. Et finalement, quand on déballe, et bien on s'aperçoit qu'il y a tout un packaging avec, et c'est vraiment vraiment cool. Donc voilà, j'en suis vraiment satisfait de ce petit fer, rien que pour voilà, encore une fois le packaging, et surtout pour m'en est servi pas mal, et bien la qualité. Bon, je remets ça ici parce que ça, je vais pas vraiment en avoir besoin. Je sais qu'ils sont pas trop mal calibrés d'usine au départ. Mais voilà, ça peut servir. On a même un petit manuel en plus. Donc voilà, c'est vraiment vraiment cool pour ça. Donc voilà la bête enfin posée sur l'établi, j'ai envie de dire, et donc sortie complètement du carton. Donc je vais l'allumer. Donc là, j'ai pas encore mis les pannes dessus. Donc voilà, elle me le dit, là, elle sonne pour dire attention, il n'y a pas de panne ni sur celui de droite C210 ni sur celui de gauche C215. Donc voilà, c'est pas mal. Ça permet de savoir si on a quelque chose. Je l'arrête pour l'instant. On a ici, c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est pas comme ici là, le classique avec la petite paille de fer ou bref l'espèce de boule on va dire en cuivre ou laiton avec la petite éponge classique. On a ici un espèce de petite brosse très fine et ça c'est super bien pour nettoyer les pannes de fer à souder sans les abîmer. Et on a aussi de ce côté là bien sûr le classique, j'ai fait tomber le petit fer, hop, je vais le bloquer là pour l'instant. Voilà, on a aussi de ce côté là du coup la paille de fer classique en boule. On a ici le petit holder pour tenir les pannes et du coup les mettre en place. Ici, on a donc le holder pour l'autre fer. Hein. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment, vraiment très très bien. On a des petits bras pour les câbles ici. Et on a ici du coup le petit bras pour tenir du coup le nano. Hop, voilà, qu'on peut poser ici. Donc c'est vraiment, pour le prix encore une fois, un très bon appareil, un très bon fer à souder. Clairement, rapport qualité-prix, pour moi, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. On a du coup ici deux réglages de channel. Donc on peut faire deux réglages, donc je sais pas, 300 degrés et puis 365 ici. On peut régler ici la température de chaque fer. Voilà, on peut changer aussi manuellement ici de chaque côté. Et donc pareil ici de channel. En fait voilà, c'est vraiment coupé en deux. On a fer gauche, fer droit. Et c'est super, franchement cette machine, j'en suis vraiment vraiment content. Elle est fiable, franchement j'ai pas eu de soucis. Alors peut-être que certains auront des choses à dire là-dessus s'ils ont eu déjà du Sugon. Perso j'ai eu aucun problème avec les deux fers, mon collègue n'en a pas eu non plus. Donc ça fait 3 fers qu'on a pu tester finalement, donc le même modèle, hein, où on est vraiment vraiment satisfait tous les deux. Donc c'est vraiment une bonne machine. Donc voilà, je viens de me la payer du coup pour la maison aussi. Donc merci encore à Pièces de Mobile pour me l'avoir envoyé rapidement. Et encore une fois, rapport qualité-prix, actuellement, j'ai pas trouvé mieux que chez eux, en France du moins, parce que sinon après c'est la Chine, mais je crois que j'ai vu des fers, mais à cause de tout ce qui s'est passé, je crois que j'en ai vu qui était à 800 euros de ce modèle-là. J'ai fait, mais c'est de la folie, et je voulais me payer le deuxième, donc j'ai pu trouver là-bas chez eux, et je crois qu'ils ont encore un peu de stock, donc ça pourra peut-être arranger certains d'entre vous. Donc voilà. Alors je vais vous montrer rapidement les pannes au microscope, parce que ça vaut le coup d'œil, et ensuite on va pouvoir se remettre au travail. Voilà, on a donc ici une première panne, donc c'est du classique, hein, donc ça c'est du C210, donc c'est déjà assez fin, je mets mon doigt à côté pour que vous puissiez voir, ou même, est-ce que, mes petites Bruxelles de tout à l'heure, tiens, qui sont assez fines, hein, je vous les montre à l'écran, les petites Bruxelles, elles sont quand même assez fines, donc voilà, je les ferme, et on a vraiment donc une panne en C210, donc c'est déjà relativement fin, c'est pas le nano c'est celui-ci, alors je vais le sortir du petit carton, hein, on a super JBC, hop, je la sors, elles sont très fragiles, celles-ci, il faut faire attention de ne pas les abîmer, donc celle-ci est courbée. Et on a ici la nano, donc qui est toute petite. Si je vous montre un peu à l'écran la différence de taille entre deux pannes, donc on a la 210 et la nano qui est juste à côté. Donc vous voyez un peu la différence je vais les mettre à peu près à la même longueur. C'est assez rigolo comment les nanos sont vraiment toutes petites, donc c'est assez sympatoche. Et d'ailleurs les boîtes qui vont avec sont vraiment petites aussi, hein, ça tient comme ça dans la main, donc c'est assez marrant. D'ailleurs j'en ai une d'offerte aussi en plus, donc il y a du stock en plus avec le fer, donc c'est top. Et donc la finesse, et bien là on est vraiment sur quelque chose de extrêmement fin, où là vraiment j'ai vraiment la finesse d'une seule de mes pointes de la Bruxelles. C'est vraiment vraiment top. Et je peux vous garantir que pour avoir essayé, j'arrive vraiment à souder avec le bout de la pointe. Alors bien sûr, en utilisant une carte mère qui est vraiment toute petite, avec du fil tout petit, de l'étain basse température et une carte mère préchauffée au besoin. Mais vraiment, ça fait le taf. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, voilà, par rapport au plus fin du C210, c'est assez rigolo la différence de finesse qu'on peut avoir. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment top au niveau de la soudure. Hein. Et encore une fois, j'en suis très content. C'est un fer que j'utilise depuis du coup 1 an à la boutique et je m'en sers tous les jours forcément.
et j'ai eu aucun souci. Donc je vais mettre les petites pannes en question, comme ça ce sera fait. Hop. Donc on les insère vraiment voilà, dans la première, voilà, on les pousse dedans en fait tout simplement. On peut tirer dessus aussi après pour les enlever et les changer. Et donc on peut servir des outils qui sont sur le fer exprès. Hop, pareil pour la top C215, tac, voilà, ça se met tout seul. Voilà, hop, c'est en place. Et du coup on se retrouve avec donc, 2 petits fers sympatoches. Donc je vais pouvoir la rallumer et vous montrer en vidéo. Voilà, donc les pannes sont en place, je vais pouvoir allumer, et cette fois-ci, normalement, on n'aura plus d'erreur, forcément, il nous dira que tout va bien. Voilà, donc là, il n'y a plus de soucis. Et donc, dès que je tire, hop, et bien ça se met à chauffer. Ça chauffe très vite, voilà, je suis à 300 degrés, mais je peux monter ici en température. Voilà, j'attends un petit peu. Ça y est, c'est à température, et je peux baisser. Voilà, et quand elle fait bip, qu'elle ressonne, et bien c'est que c'est tout bon. Et quand on a le petit point, bah, c'est qu'en gros, elle rechoppe la température. Et on a même le pourcentage de puissance que ça demande. C'est des petits détails, mais qu'on ne retrouve pas sur la JBC. Et donc, bah, pareil ici, je lève, hop, et ça se met en route. Et c'est à température. Donc c'est vraiment, vraiment très très rapide. Encore une fois, j'en suis super content. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai racheté en double. Hein. Donc vous imaginez bien que si j'en ai pris 2, c'est pas pour rien. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent quel fer à souder acheter si vous avez un petit budget, eh bien franchement, prenez ce modèle-là. J'en suis vraiment très satisfait. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment les 2 types de dames les plus fins qu'on puisse avoir. Donc encore une fois, chez Pièces de Mille, vous en trouvez, je crois qu'ils en ont encore 5 ou 6 en stock si je fais pas erreur, mais je pense qu'ils pourront en ravoir. Mais peut-être pas au même prix. Je sais pas trop comment ils peuvent s'arranger avec leur fournisseur après. Donc là, je ne sais pas. Voilà, maintenant que j'ai déballé mon super fer à souder tout neuf, on va dire, qui va remplacer l'ancien, je vais continuer. Donc je bloque mon petit dot projector grâce à mon key holder. Donc je le laisse dans le vide, moi j'aime bien faire comme ça. Je prends ma petite Bruxelles ici, donc faire attention de ne pas forcer, pas se rater bien sûr, il ne faudrait pas casser la céramique. Et du coup, on va pouvoir chauffer et retirer tout ça. Donc je vais tranquillement, hein, la colle va venir avec l'étain, tout simplement. Voilà, ça se casse gentiment. On peut couper la colle au besoin avant. Bon, je le fais pas toujours parce que l'habitude fait que voilà. Je prends sur le côté, j'aurai plus de prise. Voilà, hop, et il vient tout seul comme un grand. Pas de souci là-dessus, c'est tout bon. Je vais donc le mettre de côté. Alors, l'avantage avec les petites nappes JC, alors je sais pas si les autres le font, mais en fait elles sont déjà pré-billées. Donc en gros, pas besoin de rebiller toujours le petit dot qui est ici. J'ai juste à le reposer dessus, chauffer, et c'est reparti pour un tour. Donc c'est ce que je vais faire, hein, autant pas être bête. Mais avant ça, eh bien, je dois chanter le petit transistor qui est juste ici. Voilà, je le mets dans mon petit holder exprès, voilà, toc. Je vais donc retirer ce petit transistor là, donc là avec une lame de scalpel et de l'air chaud, hein, tout simplement. C'est de bien mettre dessus focus, voilà. Donc là, faut faire attention de ne pas se rater. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève d'abord la colle ici, un petit peu. Voilà. Donc bien le bloquer contre l'appareil, sinon ça peut s'envoler. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je me mets ici pour éviter de glisser sur le dot. Alors il faut être précis, hein, faut pas se rater. Hop, et voilà, il a sauté, tout simplement. Donc là, j'ai retiré le petit transistor. Et maintenant, eh bien, je vais mettre de l'étain pour faire un petit pont entre la source et le drain, finalement. Comme c'est un transistor, on a ici techniquement la source, ici le drain, et ici la gate. Donc la gate, on n'en a plus besoin. On va faire un petit shunt entre source et drain, tout bêtement. Donc là, je vais enlever la petite colle qui est en dessous, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien comme ça, la soudure, elle est vraiment bien prise après. Voilà. Je vais zoomer dessus assez fort pour qu'on puisse bien voir ce que je fais. Parfait. On va prendre un petit peu d'étain. Voilà. Alors pour l'étain, j'utilise, parce qu'on est encore dans la vidéo matérielle, je vous remets sur hop, le plein écran. J'utilise cet étain-là tous les jours, donc de chez Mécanique. Alors la référence de celui-ci, je ne sais pas s'il y en a une, si HX-T100. Il est assez fin celui-ci. J'aime bien, du coup, il fait le boulot. Hein. Bon, il y a encore plus fin, je crois, mais voilà. Il est au plomb celui-ci, donc il fond bien, il prend bien, il est vraiment malléable. Donc voilà, j'utilise vraiment celui-ci tous les jours. Il y en a d'autres, bien sûr, hein, mais celui-ci, je le trouve vraiment particulièrement efficace. Donc voilà pour l'étain, on va dire. Hop, c'est parti. Du coup, je prends mon super fer à souder tout neuf. Et on va faire un essai. Et comme vous pouvez le voir, ça fond tout de suite, il n'y a pas de problème. J'en ai peut-être mis un peu trop d'étain d'ailleurs, je vais essayer de gérer ça. Alors, si besoin, je vais mettre du flux. Parfait, j'ai réussi à faire ce que je voulais, nickel. Voilà, donc encore une fois, voilà, le fer, hein, vous voyez là, à quel point il est efficace, il m'a fait une belle boule nickel du premier coup, et je n'étais qu'à 300 degrés. Donc c'est vraiment un très bon outil, j'en suis très content. Voilà, donc c'est parfait pour cette partie-là. Je vérifie bien que la gate n'a pas été prise avec, mais je ne pense pas, je crois qu'elle est en dessous et je la vois juste là, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je vais pouvoir ressouder le dot sur la nappe. Alors attention, quand vous faites ça, de bien faire attention à ne pas abîmer tous les petits câbles ici, hein, c'est très important. Si vous les coupez, il faudra en refaire, donc c'est pas toujours évident.
surtout si vous touchez au système ici, hein, mais là, on a du coup la petite résistance petite thermistance, en fait, ça permet de calculer la température de vos LED ici. Mais en gros, ici c'est facile à refaire, là aussi, par contre, si vous cassez ici, c'est plus délicat. Mais bon, dans le principe, ça se refait, il n'y a pas de souci pour ça. Hop, alors je le récupère. Je vais du coup le reposer sur la nappe JC que j'ai programmée juste avant. Hop. Et là, on va parler du flux. Je vais en mettre forcément sur une petite nappe. Alors, j'utilise 2 flux actuellement. Alors, j'ai testé celui-ci parce que je l'avais acheté pour les formations. C'est donc la marque Tuul, donc 2UUL exactement. Je ne sais pas si vous le verrez, elle est juste là. Voilà. Donc ça, c'est le flux, on va dire, que j'ai acheté pour les formations parce que je ne le connaissais pas, je voulais essayer. Il est très liquide. Alors, certains apprécient les flux très liquides, d'autres moins. Donc, j'ai celui-ci. Et à la boutique, j'en ai un autre que j'apprécie particulièrement qui est le Chip Quick. Le Chip Quick, il faut savoir que c'est Amtech qui le fabrique pour Chip Quick. La seule différence, c'est qu'il y a du parfum dedans, en fait. Donc voilà. L'avantage, c'est que comme Chip Quick est moins connu que Amtech, il n'y a quasiment aucune copie. Donc quand vous achetez un flux Chip Quick, vous êtes sûr que c'est du vrai, quasiment. Et on en trouve en Angleterre, donc ça arrive plus vite qu'aux États-Unis où on veut vraiment avoir de la qualité et être sûr que c'est de l'original. Donc voilà, donc là pour celui-ci, c'est le petit zéro de chez Tuul. Je ne sais pas comment on prononce cette marque-là, désolé si je l'écorche. Est assez liquide encore une fois, donc voilà, qui est assez pratique. Il marche bien, hein, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur, je trouve, mais il fait le boulot. Donc là, pour des petites interventions comme ça, il n'y a pas de souci. Alors hop, c'est parti. Je vais poser mon petit dot dessus, donc dans le bon sens, hein, bien sûr, faut pas se tromper, mais là, clairement, pour se louper, il faut vraiment le vouloir. Hop, je le pose. Je le glisse gentiment dessus. Alors on essaie de le centrer au max possible, hein, comme toujours. Et l'avantage, c'est que comme le flex est prébillé, eh bien, on va pas galérer pour le poser dessus. Je vais hop, recalibrer. Je tiens ici avec ma Bruxelles et je chauffe jusqu'à ce que ça se soude, tout bêtement. Le flux va aider à tenir tout ça, bien sûr. Normalement, je suis soudé. Et au besoin, je peux faire un petit check-up. Ah non, voilà, là, il vient se mettre en place. Je le pousse un peu. On est bien. Je laisse refroidir. En plus, c'est bien ma boule d'étain, c'est vraiment, vraiment bien mise en forme, donc c'est parfait. Impeccable. Je laisse refroidir gentiment. Et je vais pouvoir retester avec le petit testeur JC, du coup, cette fois-ci à nouveau, hop, pour voir si tout s'est bien passé et si je n'ai pas d'erreur. Alors, je le branche sur le 12. Je ne sais pas si vous verrez l'écran, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Au pire, sous microscope, je vais éteindre la lumière du microscope et normalement, vous devriez voir les petites LED qui s'allumeront au moment du test. Si ça fonctionne, c'est que c'est tout bon. Je le teste. Paf, 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 paf. Voilà, je vous le refais, on voit les 4 LED. Tac, 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 tac. Donc là, c'est que ça fonctionne. Et le testeur me dit que tout est normal cette fois-ci, donc tout va bien. Donc on a bien réussi notre intervention. Alors là, ça va être un peu fort le temps que, voilà, que la lumière se remette. Donc c'est parfait. Hop, je l'enlève et du coup, je vais pouvoir recentrer, recoller du coup mon petit flex. Donc je reprends mon petit centreur de tout à l'heure de la marque Mahant, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, pour les mauvais écoliers ou qui viennent de débarquer sur les vidéos, qui se sont dit tiens, je vais zapper à 30 minutes pour voir ce que ça fait. Je pense que la vidéo va être plus longue que d'habitude. Donc voilà, donc je remets tout ça en place. Je vais récupérer mes petites pinces de logement, on va dire, de centrage que j'ai retiré au départ. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est j'en mets une d'abord, je cale mon petit dot et je mets la seconde ensuite. Ça permet vraiment d'être sûr de ne pas se planter sur le réglage, on va dire. Et aussi, ce que j'aime faire, c'est pousser les 3 pattes ici, pour pas qu'elles gênent. On n'a plus besoin de ces 3-là, là, qui faisaient contact avant. Celles-ci ne servent plus, donc pas besoin de s'embêter avec ça, pas besoin de les refixer ni quoi que ce soit, on les dégage. Il faut juste faire très attention de ne pas abîmer le prisme ici, hein. Faut pas déraper, c'est très important. Sinon vous risquez d'avoir des rayures et du coup ça pourrait provoquer un effet de flou pour le Face ID et du coup de ne pas fonctionner, hein, ce serait logique. J'essaie de bien me caler dessus, donc il faut être vraiment sûr d'être bien au bout. Je crois que je suis pas mal. Voilà. Je bloque avec le deuxième que je viens glisser dessous. Parfait, je suis pas trop mal. Alors là je le tiens avec le doigt, hein, parce qu'il ne tient pas tout seul forcément. Je vais dézoomer et je dirais que si je suis bien en place. Donc là, je ne suis pas du tout bien en place, c'est pas grave, je vais recommencer pour être sûr d'être vraiment, vraiment bien dans le bon logement. C'est vraiment important de ne pas se rater là-dessus. Voilà. Alors, la mise en place est un peu plus délicate avec cet outil-là, mais par contre, on est sûr d'être vraiment, vraiment bien aligné. Voilà, cette fois-ci, je suis bien. Là, voilà, là, je suis bien. C'est bon, je suis dans les deux petites réglettes, si je peux dire ça comme ça, donc c'est parfait. Je le lâche gentiment pour l'instant. Alors, je suis désolé, c'était un peu flou, je vais essayer de recommencer au cas où. Voilà, on voit bien que la petite réglette numéro 1 est en dessous, c'est pas évident parce que c'est sous mon doigt, est bien calée. Et d'ailleurs, si je zoome fort, on voit bien que les pattes de connexion sont vraiment bien au centre. Donc là, pas de souci, je suis bien centré, pas de problème. Hop, je relâche tout gentiment pour pas la faire trop bouger. Hop,
Très bien. Et je vais préparer ma colle. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme colle pour le Face ID? Il y a plusieurs types de colle. Et d'ailleurs, j'en ai deux, ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer les deux. J'en ai testé trois exactement. Donc, il y a celle-ci de chez Mécanique, qui est une merde, mais alors finie, c'est une galère. J'ai essayé, en gros, c'est une espèce de cyanolite, mais alors qui est. Enfin, je sais pas si je tombais sur un mauvais lot ou quoi, mais alors elle sèche pas, c'est une merde. Vraiment, j'ai essayé de la faire sécher pendant une plombe. Et moi, je j'ai pas envie d'attendre 3 heures. Quand je fais mon FSLI, voilà, j'en fais un et puis j'en fais un autre rapidement et j'ai autre chose à faire. On va dire, j'ai pas une demi-heure à attendre que ma colle elle prenne pour remonter mon téléphone. Donc ça, pour moi, c'est poubelle. Je l'ai essayé il y a quoi une semaine, je l'ai commandé je sais plus où et franchement, j'étais relativement déçu. Bon, ça vient pas de la faute du fournisseur, hein, c'est vraiment la colle en elle-même qui est une merde, hein. Ça peut arriver. J'ai cette colle là, du coup, alors j'ai plus l'étiquette dessus, qui vient de chez Mahant aussi, donc c'est quand même assez rigolo. J'ai l'impression que pour le Face ID, j'ai beaucoup d'outils Mahant parce que j'ai l'impression que c'est des sols qui ont vraiment bien ciblé le truc, qui est une colle UV. Alors, beaucoup d'entre vous ont sûrement beaucoup de colles UV différentes. Il en existe pour les écrans, pour les coller la vitre et l'écran, etc. Il existe des peintures UV, des petites, voilà, petites encres UV qu'on peut utiliser pour refaire les pistes et cacher après et protéger, donc que j'utilise tous les jours. Mais ça colle pas vraiment. Ça, c'est vraiment la meilleure colle au monde UV que j'ai pu trouver. Et je m'en sers même pas que pour les Face ID, tellement elle est bien. Je m'en sers même pour coller plein de choses, en fait, hein, des connecteurs dans les PC portables quand c'est un peu cassé, ou ce genre de choses. Ça marche vraiment, vraiment bien. Et l'avantage, c'est que comme c'est par lumière UV, donc hop, voilà la petite lumière UV que j'ai allumée là, et bien comme c'est par lumière UV, ça sèche tout de suite, c'est immédiat, hein. Ça prend allez, 30 secondes au bas mot, et basta, c'est sec. Alors il faut quand même une lumière UV suffisamment forte, d'ailleurs je vais vous montrer le lien, c'est une petite lumière UV, je crois que celle-ci c'est, je ne sais pas, j'ai pas la référence dessus, mais j'essaie de vous mettre un lien, pareil, hein, je pense que ça peut-être bien chez Pièces Mobile, on peut trouver ce genre de choses. La colle, je suis pas sûr qu'ils en aient de la colle comme ça, mais je leur conseillerais, généralement quand je leur dis mettez ça, c'est bien, ils les mettent en stock après. Donc vérifiez bien dans leur site, dans les semaines à venir, je vais pousser un peu pour que ça arrive. Donc voilà, cette colle-là, c'est pour moi la meilleure qui existe au niveau Face ID. Mais il y a, je crois, aussi une colle de chez Kianli, qui est finalement une cyano aussi, hein, mais qui est pas mal. J'ai essayé à la boutique, elle était pas mal non plus, mais un peu plus longue à sécher aussi. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment la petite colle UV de chez Mahant. Elle était vraiment, vraiment bien. Donc je vais en mettre un petit peu, j'en mets un tout petit peu sur mon pad. Donc là, c'est au départ, c'est liquide. Tant que je mets pas de lumière UV, il n'y a pas de souci, ça reste liquide. Donc j'en prends un peu sur le bout de ma Bruxelles. Alors, elle sent pas trop fort, il y a une espèce d'odeur qui est pas super agréable, mais c'est pas ignoble, on va dire, hein. C'est pas comme la cyanolite, et l'avantage c'est qu'on peut nettoyer facilement tant que c'est pas mis à la lumière UV, pas de souci, ça restera encore une fois liquide. Donc voilà, j'en ai au bout de la brossette, donc l'avantage c'est que je prends tout mon temps. Là, si je reviens demain et qu'elle a pas pris la lumière, eh bien, elle sera toujours pas sèche. Donc voilà, j'en mets un petit peu là, j'essaie de faire gaffe de pas mettre sur l'outil, sinon ça pourrait me gêner après pour le centrage. De bien bloquer le truc pour vraiment être sûr qu'il colle bien correctement. Voilà. On met au max possible partout. Ça me paraît pas trop mal cette histoire. Voilà. Et je prends ma petite lampe UV. C'est pas évident, il faut servir un peu de toutes les mains disponibles le temps que ça sèche, on va dire. Et une fois que c'est sec, on va pouvoir lâcher et mettre de la colle ailleurs. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai vraiment voilà, collé la première partie. Donc là, en fait, elle est toujours aussi transparente, hein, mais elle est sèche. Là. Donc là, il n'y a pas de souci. Je peux essayer d'ailleurs avec ma brossage, je vais nettoyer ma brossage, je vais vous montrer. Voilà, maintenant c'est durci. Pas de souci, c'est vraiment. Voilà, c'est devenu dur. Donc là, c'est fixé. Maintenant, je retire la première réglette, si je peux dire ça comme ça, d'un des côtés. On y va doucement, hein. Donc hop, je la glisse. Parfait. Et je vais venir mettre de la colle, bien sûr, sur le bord aussi. On va essayer vraiment de tout coller au max possible pour que ça tienne, hein, forcément. Voilà. Je pense que vous voyez bien ici. Je reprends de la colle parce que j'ai fait un petit tas au bord de mon pad. Et donc là, hop, on vient en mettre aussi gentiment sur la limite entre le dot et le prisme pour être sûr que ça prenne bien. C'est pas mal du tout. Je sèche de nouveau avec ma petite lampe UV. Parfait. Et il nous reste du coup la dernière réglette à enlever. Hop, que je glisse aussi, c'est parfait. Et là, ça va être un peu plus délicat parce que j'aime bien coller en dessous quand même. Il faut plier un peu le flex pour avoir accès, sinon on ne peut pas vraiment avoir. Et dans le principe, ça fonctionne aussi. Voilà. Alors là, c'est un peu plus délicat. Il faut vraiment bien viser avec la Bruxelles. Donc il faut une Bruxelles assez fine, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Toujours un peu délicat. Bon, je vais mettre un peu partout, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est de réussir à coller au niveau du dot. Pour aussi retirer la caméra. Alors maintenant, j'ai plus vraiment besoin de la laisser dans le petit holder. Je vais la retirer, comme ça vous aurez un meilleur aperçu et moi je pourrais mieux mettre ma colle dans le système. Voilà. On n'a plus vraiment besoin. Voilà. Et là, j'aurai un meilleur accès normalement pour mettre la colle. C'est plus simple des fois, autant pas s'embêter. Fin de journée, hein, je réfléchis pas toujours à ces choses-là. Pardonnez-moi. Voilà, c'est tout bon.
Là, je fais la vidéo, il est 9h30 là, du soir. Donc après une journée de boulot, forcément, c'est un peu plus délicat de réfléchir à ces petits détails, on va dire. Voilà, c'est tout bon. Là, j'ai mis la colle en place. Et je redonne un dernier coup de lampe UV à la place. Parfait. Et là, moi, je sais vraiment qu'il est fixé, qu'il est bien centré, qu'il n'y aura pas de souci. Donc, pas de problème là-dessus. J'attends un petit peu, hein, que tout soit bien sec. Je refais sur tous les côtés. Et techniquement, on a un super Face ID qui est en place. Je remets gentiment la petite nappe dans son bon sens. Voilà, j'ai mis de la colle au bord, mais c'est pas très grave du tout, hein. Et ce que je fais, c'est que là, donc, il reste un petit tas de colle que j'avais au bord. Alors, je peux pas le montrer parce qu'il est loin du microscope, mais je remets de la lampe UV dessus et comme ça, je le décolle du tapis. Comme ça, c'est facile à nettoyer. Donc vraiment, cette colle là de chez Marante, vraiment top. Le centroir de chez Marante, très bien aussi. Et pareil pour le petit système là de bloqueurs et autres, il est très bien aussi. Je crois que Kianli en fait un très très bien, que Piazza Mobile ont en stock, il me semble. Donc voilà, si besoin, je fais beaucoup de pub pour Piazza Mobile, mais c'est vrai que c'est un des rares fournisseurs où ils ont beaucoup d'outillages que j'utilise finalement. Donc il y a un moment, faire autrement quoi, hein. Donc voilà, c'est parti. Alors, je précise quand même que je n'ai pas eu de cadeau offert ou quoi. Voilà, vraiment, je parle de ce matériel en toute honnêteté, on va dire. C'est moi qui l'ai payé. Bon, même si bien sûr j'ai eu un petit avoir de la part du fournisseur, forcément, parce qu'à force de commander chez eux, bah, ils nous font des petits gestes, c'est sympa de leur part. Mais voilà, je l'ai acheté ce matériel, hein. Je veux pas un coup de pub parce qu'on me l'a envoyé gratuitement et qu'on me l'a laissé. Non, pas du tout, hein. Donc c'est vraiment du matos que j'utilise tous les jours. Et là, c'est pour tous les petits outils que je vous montre depuis tout à l'heure. Voilà, donc je vais pouvoir mettre le petit système dans le téléphone. Et on va pouvoir essayer. Voilà, donc c'est tout bon pour le petit Face ID sur celui-ci. D'ailleurs, on voit le capteur qui travaille bien là. C'est rigolo, donc c'est bon. Bon, voilà, c'est une intervention que j'avais déjà faite, vous connaissez, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. Le but c'était plutôt de parler matériel et le fait de faire l'intervention, ça permet d'utiliser tous les outils classiques. Il y a 3 outils importants dont je n'ai pas parlé, j'en parle maintenant. La pâte à souder que j'utilise. Donc la pâte à souder que j'utilise, c'est bon là c'est la marque Relife, référence RL-400, c'est un tout petit pot. C'est de la température 183 degrés. C'est super pratique, je m'en sers pour tout quasiment, sauf pour les mid-layers pour les sandwichs. Je m'en sers pour toutes les soudures de tous les jours, hein, les petites puces ou même des processeurs. C'est celle-ci que j'utilise parce qu'elle n'est pas trop poreuse, elle est vraiment agréable à utiliser, elle est vraiment efficace, on va dire. Alors, c'est pas forcément cette marque-là qui va me plaire plus qu'une autre, hein, mais voilà, là c'est celle-ci que j'ai ici. Du moment que c'est de la 183 degrés, en général, après, elle se comporte plus ou moins de la même manière. Mais voilà, la batterie Life, hein, par exemple, me convient parfaitement, donc ça pourrait peut-être vous servir. Ça, c'est pour du coup la pâte à souder. Et alors, je n'ai pas ces deux outils-là ici pour l'instant à la maison, mais ça va venir. En alimentation, j'utilise la Siglent SPD 3303X-E, donc c'est une grosse alimentation qui a pour avantage d'avoir deux sorties, c'est-à-dire que je peux mettre deux appareils avec deux tensions différentes dessus. C'est pratique si je veux avoir mon câble de téléphone toute la journée et mes câbles de MacBook ou de PC portable de l'autre côté pour toute la journée sans avoir à défaire tous mes réglages. Elle est super bien pour ça. On peut aussi s'en servir en parallèle, c'est-à-dire que je peux coupler les deux channels, si je peux dire ça comme ça, pour avoir du coup plus de puissance au niveau intensité. Donc ça c'est super bien. Ça permet pour les PC gamers par exemple d'avoir la puissance nécessaire pour les tester. Donc ça c'est pour du coup l'alimentation. Et aussi bien sûr les multimètres. Donc les multimètres, j'ai deux préférés on va dire. Donc, mon multimètre de bureau, vraiment qui reste sur l'établi, qui est donc le Victor 8246B. Alors c'est un multimètre... c'est une marque chinoise, hein, c'est une copie on va dire, mais j'en suis relativement satisfait. L'avantage c'est que je peux le brancher à l'ordinateur pour vous montrer du coup ce qui se passe, hein, donc ça me permet de voir ce que je vois. Et niveau précision, franchement, j'en suis très content. Alors, il coûte assez cher, celui-ci, forcément, hein, c'est un gros multimètre, mais voilà, je vous en parle parce que je l'ai et que je l'utilise tous les jours. Et sinon, il y a les multimètres classiques manuels, si je peux dire ça comme ça, donc de la marque Unité, que je trouve vraiment vraiment bien. Ils remplissent toutes les fonctions nécessaires pour le petit réparateur de tous les jours, donc comme nous par exemple, hein, pour tout ce qui va être test de téléphone en mode diode ou mode bip, etc. Donc voilà, là, si vous voulez vraiment un multimètre fiable et pas trop cher, je vous conseille fortement ce petit modèle-là, il est vraiment vraiment top. Et donc voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui de tous les petits outils. Alors j'ai pas tout testé, je referai peut-être une vidéo comme ça où je fais une réparation en même temps. Ça peut être sympa. Mais voilà, du coup, je pense que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Donc, je fais un dernier petit point important du coup de là où je me fournis. Donc, tous les outils dont j'ai besoin en général, je trouve dessus ou si j'ai pas, je leur demande et ils finissent par les ajouter dans le catalogue. Voilà, on retrouve, c'est marrant, hein, j'en ai parlé, on retrouve la fameuse Quick en question, donc là qui est à 336 € TTC, la fameuse Sugon qui est à 432 TTC, donc au même prix qu'une compacte de chez JBC, sauf que on a le petit nano, etc. D'ailleurs, à côté, on voit la vraie JBC, donc la Nace comme il l'appelle, où on retrouve la même style ici, qui est à 1182 €, hein, donc ça fait
rire, on va dire. Bon, là, il y en a deux, hein, il y en a deux doubles nano, on va dire. Mais voilà, franchement, celle-ci, j'en suis vraiment satisfait. Elle est top. Donc voilà, ça peut vous servir. Il y a pas mal de petits outils. Bah, on retrouve un extracteur de fumée. Bon, là, c'est du gros modèle, hein, mais il y a pas mal de matériel. Des petites Bruxelles, je crois que celle-ci avait beaucoup plu à Jérémy de chez Fun Store. Il avait testé, il avait bien apprécié aussi. J'ai pas encore testé, mais bon, j'essaierai un de ces quatre. Donc voilà, on peut trouver vraiment pas mal de choses. Bah tiens, la pâte à souder aussi. Donc ça, c'est de la, je crois, 217, 148. Je pense qu'ils ont de la 183 aussi. Il faut farfouiller, mais il y a pas mal de choses. On trouve vraiment beaucoup d'outillage pour la micro studio de tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé pas mal de temps parce que du coup j'ai fait pas mal d'arrêts pour parler du matériel. J'ai sûrement oublié pas mal de choses, mais c'est pas très grave, je ferai d'autres vidéos, je pense, où je ferai une réparation comme ça, où je parle du matos, ça peut être sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.